Et enfin, pour le groupe RRDP, M. Stéphane Claireau. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le débat qui nous réunit cet après-midi nous donne l'opportunité d'évoquer un sujet trop souvent minoré, par des grands acteurs de l'agriculture. Je veux parler des circuits courts, de l'approvisionnement local et des efforts à poursuivre sur la traçabilité alimentaire. Cette question est pourtant essentielle pour nos concitoyens. Les députés du groupe de RDP sont principalement élus de territoires ruraux et ils sont convaincus que l'alimentation est une composante majeure de notre art de vivre à la française. L'acte de se nourrir engage un véritable rapport de confiance. S'il y a peu de scandales sanitaires, mais plutôt des fraudes sur la nature des ingrédients, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un parallèle entre le scandale sur la viande de cheval étiquetée bœuf, après plusieurs milliers de kilomètres et des allers-retours dans toute l'Europe, et le drame de la vache folle. La traçabilité, c'est d'abord des contrôles efficaces. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, dans quelle mesure les moyens alloués au contrôle de traçabilité seront renforcés dans les crédits que nous examinons ? Le scandale sanitaire de la vache folle avait débouché sur l'obligation d'étiqueter la viande fraîche bovine, ovine et porcine, mais pour les produits transformés, quel retard ? Pouvez-vous nous dire si vous comptez imposer un étiquetage sur ces produits transformés et quelles seront les modalités de cette mise en œuvre ? Enfin, cet exemple démontre aussi que la traçabilité a la nécessité de valoriser les circuits courts et l'approvisionnement local pour la restauration collective. Il n'y a qu'un pas. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes un défenseur de la qualité, que les circuits courts vous tiennent à cœur. Votre plaquette récente sur l'utilisation des plateformes collectives pour le développement de l'approvisionnement local en restauration collective démontre un travail sérieux. Notre collègue Brigitte Allain a rendu également un très bon rapport récemment sur ce sujet. Pour autant, aujourd'hui, 70% de la viande achetée dans nos cantines est importée, alors que chez nos voisins européens comme l'Allemagne, c'est l'inverse. Plusieurs fois par mois, pour nos enfants, il y a du lapin chinois dans les assiettes des cantines de certains départements. Comment en est-on arrivé là ? Nous savons que les circuits courts ne sont pas la solution ultime à tous les problèmes de l'agriculture, mais ils sont une partie non négligeable de la réponse, ne serait-ce que pour la prise de conscience de l'opinion publique. C'est aussi une question de bon sens pour faire vivre des territoires, économiser des millions de tonnes de kérosène et garantir la traçabilité. En réduisant les maillons de la chaîne entre producteurs et consommateurs, on rétablit la confiance par un lien social direct. Nous devons faire mieux et favoriser les ventes collectives, les ventes à la ferme, les marchés. Dans nos territoires, ils sont un élément fondamental pour maintenir une agriculture périurbaine à taille humaine et ils jouent un rôle capital pour notre tourisme. Monsieur le ministre, avec les crédits dont le ministère disposera pour l'exercice 2016, comment comptez-vous renforcer durablement et efficacement le soutien aux circuits courts et à l'approvisionnement local ? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le député, Thierry Benoît vient de faire une remarque très intéressante. Il faut manger un peu plus de viande, c'est vrai qu'avec les rapports qui sont sortis. J'aimerais savoir d'ailleurs où en est l'UDI avec cette fameuse proposition Gégo sur le repas végétarien. Parce qu'il donne beaucoup de leçons au ministre de l'Agriculture, mais j'aimerais bien quand même savoir qu'on se mette bien au clair, parce que si l'UDI est comme... Ouais, Monsieur Gégo, et il n'y a que Monsieur Gégo. J'attendrai que le groupe signe un papier. Puisqu'on est dans les régionales, il faut bien être clair là-dessus. Ensuite, l'approvisionnement local. J'en suis parfaitement un défenseur depuis que je suis arrivé. Dès 2013, on a mis en place les plateformes d'achat local avec d'ailleurs des systèmes qui fonctionnaient et qui avaient été à l'initiative de départements, je pense en particulier le département de la Drôme, sur ce fameux système agri-local, puis de Drôme qui avait lancé des techniques de plateforme qui marchent très très bien à l'échelle nationale. Ensuite, on a beaucoup avancé sur le guide sur les achats locaux, puisque souvent nous était reproché ou nous était objecté le rôle des marchés publics qui faisait qu'il n'y avait pas de possibilité de faire de l'achat local. On a fait un guide qui prouve qu'en restant dans le cadre des marchés publics, on peut tout à fait développer les achats locaux et c'est ce que nous souhaitons. Nous allons franchir une nouvelle étape, c'est qu'au-delà du guide, on va mettre en place des fiches techniques par grand sujet d'achat, parce qu'on s'est rendu compte que dans les collectivités locales, quand il s'agit de reprendre le guide, refaire le tour et l'explication de tout ce qu'il y a de juridique là-dedans, il va mieux aller au plus simple et donner des fiches simples à tous les acheteurs. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous sommes en train de travailler, en particulier en partant d'exemples qui sont en cours de discussion avec la ville de Paris, qui souhaite développer l'achat local. Donc on va publier tout ça. Troisième point, des circulaires, et en particulier de la directrice de cabinet du Premier ministre, ont été envoyées à toutes les administrations de l'État pour engager
des renégociations des accords, des achats de l'État, hein, pour favoriser à nouveau l'achat local. Ça, c'est de la responsabilité des grandes administrations de l'État. Ensuite, vous avez donc les collectivités locales, c'est engagé, on les aide et ça progresse. Ensuite, vous avez des établissements publics type les hôpitaux qui sont, eux, confrontés à des grandes difficultés d'approvisionnement où il faut qu'ils aient la sécurité de l'approvisionnement. Parce que vous ne pouvez pas, dans un hôpital, passer un accord sur l'achat local si vous n'avez pas la certitude d'avoir sur l'année complète des accords qui soient tenus et respectés. Donc c'est un sujet spécifique. Troisième point, vous avez la restauration hors domicile, mais commerciale. Celle-là, je vous le dis, elle est dans une relation commerciale et privée. Il y en a qui font des efforts, d'autres qui en font moins. Là, on a négocié, poussé pour faire en sorte qu'on soit en capacité de leur dire aussi qu'ils avaient une part de responsabilité. Mais vous ne pouvez pas imposer les choses, puisque là, on est de l'ordre grande chaîne de restaurants, je ne vais pas les évoquer, qui peuvent vendre du hamburger ou autres beaux produits et de la viande, mais tout ça, ce sont des chaînes privées. Donc c'est une négociation qu'on engage de manière contractuelle. Je n'ai pas de possibilité d'imposer quoi que ce soit. Donc, et on encourage. Et deuxièmement, sur ce chiffre de 70%, j'aimerais que chacun y prenne bien attention. De quoi parle-t-on? Des cantines scolaires? Ce n'est pas vrai. 70% peut-être sur l'ensemble de la restauration hors domicile, et encore, je ne suis pas sûr de ce chiffre. Donc on va engager, et je le dis aujourd'hui devant l'Assemblée nationale et la représentation nationale, une expertise avec le CGAER qui va nous amener à évaluer la réalité de la situation. On doit progresser, on doit faire beaucoup mieux. J'en suis parfaitement conscient et d'accord avec vous, et c'est ce qu'on va faire. Mais après, il faut bien spécifier, vous avez vu, les administrations, le rôle de l'État, les collectivités locales, et puis ce qu'on appelle la restauration hors domicile, où il y a pas mal d'acteurs sur lesquels on peut agir, mais on ne peut pas imposer les choses.